Mon mot de minuit, c'est Aquarius. Aquarius, bon, vous savez tous que c'est le nom du bateau errant. Je voudrais le rapprocher d'un autre nom propre de bateau, qui est Exodus, Exodus 47. Et quand l'Exodus ne trouvait pas de lieu où accoster, le gouvernement français, qui avait alors pour porte-parole Mitterrand, a dit la chose suivante. Le gouvernement français fait savoir aux immigrants de l'Exodus 47 qu'avec leur consentement, il leur sera donné asile sur le sol français où ils jouiront de toute leur liberté. C'est pas très compliqué à dire. Et je voudrais donner une autre phrase qui fait le lien entre Exodus et Aquarius. C'est une phrase de Hannah Arendt dans Nous autres réfugiés, et je vais la lire aussi. Manifestement, personne ne veut savoir que l'histoire contemporaine a engendré un nouveau type d'êtres humains, ceux qui ont été envoyés dans des camps de concentration par leurs ennemis et dans des camps d'internement par leurs amis. Voilà. Donc, c'est assez simple. Pas de camp d'internement. Alors, mon mot de minuit, c'est étranger. La traduction exacte doit être qui n'est pas de la nationalité du pays d'eux ou qui ne fait pas partie d'un groupe. Généralement, en ce moment, c'est un mot très à la mode. C'est un mot qui inquiète. Et pour moi, l'étranger, c'est un mot qui me rassure. Parce que c'est quelque chose qui veut dire que la rencontre est possible, la rencontre avec quelque chose ou quelqu'un de différent, ou une contrée lointaine. Et voilà, pour moi, étranger, c'est un mot qui me rassure. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Un conseil de lecture pour commencer cette saison 2018-2019. Rentrée littéraire, François Valéjot, Hôtel Waldheim, éditeur de référence Viviane Ami. Une jeune femme cherche à retrouver les causes de la disparition de son père dans les années 70 à Davos, c'est en Suisse. Et à l'époque, à Davos, il y avait un jeune garçon de 16 ans et apparemment son père, qui est un historien de l'ex-Allemagne de l'Est, a disparu alors que ce garçon a pu jouer un rôle dans cette disparition. Le garçon est le narrateur et il rencontre pour la première fois cette femme qui veut retrouver les causes de la disparition de son père. Elle ne sait pas si elle doit prendre au sérieux mes compliments, qu'un Français, dit-elle, ne peut pas s'empêcher de faire à une femme, même s'il n'en pense pas un mot. Elle n'échappe pas plus que moi aux caricatures nationales. Nous avons du chemin à faire si nous voulons nous parler sincèrement et intimement. Nous parler sincèrement, elle y est prête, intimement, je ne peux y renoncer. Prendre le ton du séducteur aux tempes grisonnantes, un Français gagne désormais à s'en dispenser. Chacun sait où ça mène, elle n'est pas là pour ça. Pas là pour ça. Très bien, moi non plus. En attendant, je devrais avaler qu'un expéditeur devenu une expéditrice m'envoie des cartes postales sans se présenter, me pose des questions obscures et me les présente comme des évidences. J'admets que ces questions m'ont fait réfléchir. Oui, des histoires me rattachent à l'hôtel Waldheim de Davos. Rien ne me dit que ces histoires me rattachent à Frida Steigl. Arrête le char, dit-elle, avec une de ces tournures toujours approximatives que pour la première fois j'ai le pouvoir de corriger. Ton char, on dit arrête ton char, pas le char, je me fous. Dites je m'en fous. C'est curieux de ne connaître que la langue familière et de faire des fautes comme si c'était une langue savante et complexe. Désolé pour la vacherie. C'est quoi la vacherie? Retenez que je me suis excusé. Elle me dit qu'elle a vécu sa première enfance dans un canton suisse bilingue, le reste de sa vie dans un canton germanophone. Elle pratique le français surtout dans des conversations bruyantes d'amis ou plus posées, de relations professionnelles, en buvant des cafés, alors tant pis pour les fautes. S'il m'est arrivé de commettre quelques erreurs, comme c'est probable, je devrais plutôt y réfléchir, moi aussi, et les corriger. Vous allez voir qu'on va beaucoup parler de mots
aujourd'hui. Et puis, comme on parle d'Allemagne de l'Est dans ce livre et de la Stasi, la police politique, on va aussi beaucoup parler de rapport au pouvoir. C'est Des mots de minuit, vous êtes chez vous, en voici le sommaire. Elle écoute les merles parler. Elle nage, vit à l'occasion en Corse, dans une maison avec la mer à perte de vue. Retraitée du CNRS, elle a pratiqué les sophistes, enseigné à des fonctionnaires en désir d'ENA, utilisé le grec et la mythologie avec des enfants psychotiques, traité de réconciliation en Afrique du Sud. Pas que les merles donc, la langue et les mots sont son sujet. Leur puissance, leur ambivalence, leur rapport à la vérité. Elle est philosophe et philologue. Après le dictionnaire des intraduisibles, c'est celui de l'Académie française qui va l'accaparer. Barbara Cassin, élue par ses pairs, entre chez les immortels. Ils sont 40, ce sera la 9e femme de l'institution. Elle est à l'aise à la caméra comme à la mise en scène, qu'elle dirige en Serbie Kusturica dans Alice au pays ses merveilles ou qu'on attende sa damnation de Faust en 2019. Marie-Ève Signerol a fait lettres en Sorbonne, puis vidéaste. Elle est auteure de quelques spectacles alternatifs, La soupe pop par exemple, ou Sexy avec les Dear Criminals. Mais c'est surtout opéra, opéra et opéra. De Janáček à Bernstein, de Weil à Britten, de Montpellier à Riga, de Hanovre à Paris, d'Amsterdam à Lille, où elle vient de signer un Nabucco qui intègre la contemporanéité du tout info. Que son mot de minuit soit étranger et que ce vocable la rassure parce qu'il permet la rencontre, ajoute à sa singularité. Musique également dans cette émission, Estelle Meyer, Voix de feu et combat féministe, Des mots de minuit 568, entrée, vous y êtes chez vous. Barbara Cassin, bonjour. Marie-Ève Signerol, bonjour. Des mots de minuit, ça vous concerne toutes les deux. Et je voudrais presque commencer par un paradoxe, qui est le fait que, pour vous, Marie-Ève, vous faites de la mise en scène d'opéra. Pour vous, Barbara Cassin, vous venez d'être élue à l'Académie française. Donc vous êtes dans l'institution. Or, vos sujets de prédilection ou vos thèmes de prédilection par rapport à ce que vous avez présenté avant l'été, avec ce spectacle monstre, etc., pour vous, dans ce que vous imaginez aujourd'hui, Barbara Cassin, des maisons de la sagesse, votre sujet, c'est la pauvreté. Or, l'Académie, l'opéra, sont plutôt des lieux où la pauvreté a du mal à rentrer. Qu'est-ce que vous faites de ce paradoxe? Barbara Cassin, vous qui êtes philosophe, philologue, vous pour qui les mots depuis l'Antiquité sont fondamentaux. Oui. Et la langue. Oui, mais bon, les mots et la langue, c'est plutôt riche. Donc ça accueille très bien ça. Et surtout quand on le met au pluriel, les langues. Donc ça ne me... Bon, là, quant à l'Académie française, je ne suis pas sûre qu'elle soit très riche. Je ne suis pas sûre, par exemple... Non, je parle d'institution. Enfin, symboliquement, c'est... Oui, voilà. Symboliquement, c'est fort. C'est fort. Oui. Mais pourquoi une institution forte n'accueillerait-elle pas quelque chose de l'ordre de la pauvreté? Parce que vous questionnez beaucoup ce mot. En tout cas... Pauvreté? Oui. Non, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, je ne crois pas. Non. Ah non, je ne dis pas que vous l'avez beaucoup utilisé, mais aujourd'hui, la pauvreté... 10 millions de pauvres dans un pays de 65 millions d'habitants, voilà, ça devient un mot important. 10 millions de pauvres, ça devient quelque chose, c'est quelque chose, mais c'est plutôt combien de millions de migrants et de déplacés dans un monde aujourd'hui, dans une Europe qui n'accueille pas. C'est plutôt ça qui m'alerterait. Et plutôt que pauvreté, je dirais déplacement. Je questionne plus la question de l'humanité que de la pauvreté. Dans chaque mise en scène, je pense que je me pose la question de l'humain. Par contre, pour ce qui est des institutions, pour répondre à la question, je pense que les institutions d'opéra aujourd'hui, les maisons d'opéra, essaient de faire entrer un autre public.
parce que l'opéra tendrait, je pense, à se vider de son public, parce que les gens vieillissent et les gens meurent, les très conservateurs, et qu'aujourd'hui, les maisons d'opéra tentent de renouveler les publics, d'amener un public plus jeune aussi, qui n'aurait pas forcément plus jeune et qui n'aurait pas forcément idée d'entrer dans ces institutions. Pour beaucoup, les maisons d'opéra sont des endroits fermés, ce sont des musées. On n'aurait même pas l'idée que les portes s'ouvrent. Et en réalité, ce sont des théâtres. Voilà. Donc aujourd'hui, la plupart des directeurs d'opéra et directrices, parce que ça tend à se féminiser aussi, ce qui est une très bonne chose, et à tous les niveaux, pour les chefs d'orchestre, pour les directeurs, pour les metteurs en scène, metteurs RE en scène, ce qui permet aussi d'aller chercher, ils essaient d'aller chercher, non pas d'y faire entrer la pauvreté. Ça, c'est peut-être des sujets qui me touchent, moi, et que j'ai eu envie de faire, j'ai eu envie de prendre la parole et d'utiliser les mots et la scène pour raconter des histoires à un public qui n'est pas nécessairement habitué à ces histoires-là, qui a l'habitude justement de l'opéra comique, de l'opérette au moment de Noël, d'y faire entrer d'autres sujets. Voilà, j'ai pris l'autorisation et le droit de le faire. Allez, une deuxième expression qui a été remise à la mode depuis Frison Roche, c'est premier de cordée. Est-ce que vous seriez l'une et l'autre des premières de cordée? Vous, l'académicienne, vous, la metteuse en scène d'opéra. On n'est pas forcé de reprendre les tags qui circulent. Moi, je m'en dispenserais volontiers. Hein. En revanche, j'aurais envie de continuer par rapport à votre question sur l'institution, l'académie. Et j'ai envie de dire que l'une des choses que j'essaye de faire et que j'ai essayé de faire jusqu'à maintenant, c'est d'ouvrir les grandes institutions auxquelles j'ai appartenu, par exemple le CNRS, Recherche-Action. Directrice de recherche au CNRS. J'étais directrice de recherche au CNRS. Je suis maintenant retraitée émérite. Donc, j'ai plus tout à fait le même impact à l'intérieur, quoique. Et bon, pour moi, j'ai toujours essayé d'y faire des choses un tout petit peu plus étonnantes et plus vastes que de la recherche singulière, s'appuyant sur une recherche singulière. Hein. Et par exemple, des recherches sur la traduction, c'était pas évident que quelqu'un qui s'occupe des présocratiques ait à faire ça, ou puisse faire ça. Or, cette institution m'a permis de le faire. Et de faire un dictionnaire des intraduisibles, par exemple. Mais on est beaucoup plus large que ça, hein, puisque vous avez été auprès d'adolescents psychotiques, vous avez travaillé pour la Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, vous avez signé l'appel des appels, donc derrière ces quelques points biographiques, il y a quelque chose qui ressemble à un engagement, à une volonté, au-delà de la connaissance universitaire et la connaissance scientifique. Hein. Mais pas au-delà. Ce qui m'intéresse, c'est de faire consonner cet ensemble. Et que, si vous voulez, tout ce que je peux faire n'existe que parce que j'ai beaucoup travaillé des choses très précises et que peu de gens connaissent parce qu'ils font un temps fou et qu'il faut ramper, alors Nietzsche disait ça, ramper dans la métrique des anciens avec l'acribie d'une limace myope. Ben ça me connaît, vous voyez. Bon. Et donc c'est à cause de ça... Tout ça pour nuire à la bêtise, pour citer Nietzsche encore. Exactement. Et ça n'est pas sans lien pour moi avec la traduction, avec les maisons de la sagesse, avec de la recherche-action, on va dire. C'est ça qui m'intéresse. Je vais vous présenter un sujet dans une seconde. Et simplement, je voudrais revenir avec vous sur Première de cordée. Puisque, l'opéra, la mise en scène d'opéra est en train de se féminiser, puisque vous, quand on regarde, on a Janacek, Kurt Weill, Tchaïkovski, donc il y a tout ce qu'il faut. Il y a Verdi aujourd'hui avec Nabucco. Il y a quand même là j'allais dire une biographie, mais non, il y a là des mises en scène qui nous ont quand même marqué, qui vous singularisent. Alors, la plupart du temps, les mises en scène sont des propositions des directions d'opéra qui vous proposent... Mais c'est vous. Oui, c'est moi. Oui. Enfin, c'est moi aussi, c'est moi et une équipe. J'ai du mal à... Non, j'ai pas de mal à prendre la place, parce qu'en fait, il faut prendre la place quand on est face à un orchestre. Enfin, c'est pas moi qui dirige l'orchestre, mais j'ai une collaboration avec le chef d'orchestre à avoir. J'ai parfois 120, là actuellement 300 choristes sur scène.
Voilà, et toute une équipe technique et tout un staff. Et voilà, l'opéra, c'est lourd, c'est imposant, c'est du péplum, voilà, version théâtre musical. Premier de cordée, j'aime pas trop le terme, en fait, mais je pense que, non, je me verrais plus, dans première de cordée, je verrais plus la notion de... J'oublierais la notion première de cordée. Parce que première m'ennuie et par contre j'ai fait beaucoup. Enfin, non, surtout, j'ai fait beaucoup de montagnes avec mon père. Voilà, le goût du risque peut-être un petit peu, mais tel qu'elle est galvaudée aujourd'hui. oui, aussi, exactement. Non, je pense qu'aujourd'hui il faut pour quelconque initiative, je pense qu'il faut un peu de courage et beaucoup de désir. Voilà, voilà, c'est ce que. On parlait de la féminisation dans la mise en scène d'opéra. À l'Académie également. Antenne 2, Journal du Soir, nous sommes le 22 février 1981. Marguerite Yourcenar est, vous le savez, la première femme reçue dans l'illustre assemblée. Elle n'a pas manqué dans son discours d'évoquer les nombreuses femmes écrivains qui auraient pu la précéder. Tout son discours, comme ses œuvres, était empreint d'une très grande humanité. Écoutez-la par exemple parler de la gloire et surtout de l'oubli. Naguère, dans un de mes livres, j'ai fait dire à un empereur, président à l'apothéose de son prédécesseur, qu'un éloge ne sied bien qu'aux morts. Vivons, la polémique nous poursuit, les justes ou injustes critiques, les justes ou injustes éloges. Mais les morts, lui faisais-je dire, ont droit à cette sorte d'intronisation dans la tombe avant les siècles de gloire et les millénaires d'oubli. Messieurs, à notre époque chancelante, nul n'est assuré de siècles de gloire, mais nous le sommes tous de millénaires d'oubli. Et personne, mieux que Roger Caillois, que nous célébrons aujourd'hui, n'eût approuvé cette allusion aux couches quasi géologiques du temps, aux particules d'une durée coulant incessamment comme du sable et s'amoncelant sur nous quand nous ne serons plus. Un mot de commentaire d'abord sur ces images d'archives. Qu'elle parle bien. 1981. Qu'elle parle bien. Comment allez-vous faire? Aucune idée, mais je ne pourrais pas dire messieurs. C'est déjà un acquis. C'est un acquis. Vous êtes la 9e, hein, la 9e femme à entrer à l'Académie française, 40 fauteuils. Quel est l'usage que vous allez en faire? Mais vous l'avez déjà évoqué il y a un instant. Quel est le plaisir que vous en tirez? Je suis très fière, en fait. Il faut comprendre ce que ça... Alors à ce moment-là, on peut revenir sur première de cordée, si vous voulez. En fait, je n'ai jamais réussi à être au début de la cordée. Je ne suis pas normalienne, je ne suis pas agrégée de philosophie. J'ai dû présenter plus que 6 ou 7 fois l'agrégation de philosophie sans jamais l'avoir. Ça existe, ça. C'est-à-dire que c'est un certain rapport d'inquiétude à l'institution qui m'a toujours accompagnée. Et là, je n'ai jamais été reçue aussi simplement. Jamais quelque chose ne s'est passé avec autant d'aisance, autant j'allais dire de gentillesse, mais c'est vrai. Vous avez été élu au premier tour, largement. Très largement, après une campagne d'1 mois. Ça n'existe pas. Ça veut dire que j'ai écrit une lettre à chacun des académiciens, comme il se doit. Vous avez écrit 39 lettres. Non, parce qu'il y en a beaucoup de morts. Mais bon, j'ai écrit un certain nombre de lettres. Différentes à chaque fois. Hein. Différentes à chaque fois. Et j'ai été reçue avec une extrême gentillesse et intelligence. Donc, et pas par tout le monde, par, je ne sais pas, 6, 7 personnes. Donc, c'était très léger. C'est ça que je veux dire. Donc, jamais aucune institution ne m'a intégrée avec autant de légèreté, agrégée avec autant de légèreté. Qu'est-ce qui fait... aujourd'hui, nous sommes dans un temps de l'immédiateté. Je vous disais en préparant l'émission, je dis à mes étudiants en journalisme, nous étions des médiateurs, nous sommes devenus des immédiateurs. Comment est-ce qu'on peut réhabiliter, alors que le mot se perd dans les confins des réseaux sociaux, comment est-ce qu'on peut réhabiliter l'intérêt, la nécessité du mot
et de la langue, et et des différentes langues, pour recréer communauté. Comment est-ce que vous allez utiliser l'Académie pour ce faire? Enfin, je peux vous dire ce que j'ai déjà essayé de faire et comment ça peut continuer. Donc, d'une part, j'ai fait un dictionnaire des intraduisibles en philosophie, ce qui est une vraie folie. C'est-à-dire qu'on était 150, vous êtes 300 sur le plateau de Nabucco, mais là, 150 chercheurs de toutes les langues d'Europe à faire travailler ensemble, c'était du boulot. Et c'était absolument Début génial. du siècle, hein? Début de ce siècle. Oui. C'était extraordinaire. Ensuite, donc on a cherché, j'appelle ça le dictionnaire des intraduisibles. Un intraduisible, c'est un symptôme de différence des langues. C'est ce sur quoi on achoppe. Donc ça veut dire qu'on apprend là, avec la traduction, à savoir faire avec les différences. Et c'est pour moi la bonne définition de la traduction, un savoir-faire avec les différences. Donc c'est pour ça que je pense que si j'en avais la possibilité, j'aimerais bien qu'on fasse ça en classe, qu'on fasse ça dans les lycées et dans les classes d'accueil, et pas seulement. Et quand vous travaillez avec des enfants psychotiques, j'ai lu que vous leur faisiez lire ou traduire du grec ou... Non, c'est une fois, j'ai travaillé quelques années. Oui. Avec qu'est-ce qui se passe du mot? Mais c'est extraordinaire. Là, c'était même pas Parce du mot. que c'est un mot sans frontières, là, pour le coup. Oui, c'était même pas du mot. C'était de l'écriture, c'est-à-dire voir quelque chose qui était visiblement autre. J'ai écrit du grec au tableau. Et ça a commencé comme ça. C'est-à-dire, j'ai écrit vraiment quelque chose d'inapproprié. Et en me disant, ces enfants ont des problèmes avec leur langue maternelle. Ils ne savent même pas qu'ils ont une langue maternelle. Peut-être qu'ils n'ont même pas de mère. Bon, ils ont encore moins de langue maternelle. Et donc, j'ai essayé de leur montrer qu'ils en avaient une plus maternelle qu'une autre. J'aime beaucoup passer au comparatif. Il y a des gens qui sont plus mères. Il y a des... Bon, plus maternelle, une langue plus maternelle. Et là, j'ai donc commencé à écrire du grec au tableau. Ils ont commencé à comprendre qu'il y avait de l'étrange et qu'il y avait du proche. Et on a travaillé sur le Cratyle de Platon, qui est un dialogue génial, où Socrate n'arrête pas, avec Cratyle, d'inventer des étymologies discordantes, contradictoires pour un même mot. Course rapide, c'est la vérité, ou bien au contraire, on s'arrête. Bon. Et les enfants se sont mis à comprendre qu'on pouvait travailler une langue, ces mots, de cette manière-là, que ça pouvait vous appartenir, qu'on pouvait inventer avec, de même qu'on rêve avec, on peut inventer avec. Et voilà, et donc je raconte toujours qu'il y en a un qui a levé le doigt en disant « Madame, j'ai compris l'étymologie de concierge. » Bon, c'était parfait. Qu'est-ce qu'on fait avec les intraduisibles? Autrement dit, vous montrez, quelles que soient les époques, etc., qu'il y a des mots qui ne passent pas d'une langue à l'autre. Est-ce que ça crée des murs, donc des impossibilités d'interconnexion, d'interaction entre, non seulement entre les langues, mais entre les gens qui les parlent? Mais non, je pense qu'à partir du moment où on les voit, où on comprend ça, où on comprend que ça ne passe pas immédiatement, que l'un n'est pas tout à fait la copie de l'autre, eh bien, on commence à apprendre et à savoir faire avec les différences, justement. C'est ce que je disais au début. Et quand on demande à un Sonenke, par exemple, de remplir un questionnaire d'arrivée, quand il arrive, et qu'on lui demande sa date de naissance, bon, y a beaucoup de chances qu'il réponde le 31 décembre de telle année. Bon, et c'est en travaillant avec des gens de l'état civil qu'on s'en est rendu compte, et en travaillant aussi avec des Maliens qui arrivaient. Bon, ben voilà, il y a un mot pour date de naissance, pas vraiment. On dit né vert, et bon, etc., etc. Donc réfléchir comme ça permet au contraire de comprendre, de croire que ça ne passe pas tout de suite, qu'il faut se donner un tout petit peu de mal pour comprendre l'autre. Et pour comprendre qu'on n'est soi-même pas la norme unique. La traduction est l'un des grands enjeux culturels et sociétaux d'un monde globalisé. Traduire, c'est préférer à une communication rapide et basique dans une langue dominante, plus ou moins artificielle. Ainsi, le Global English ou Globish, un travail fécond et toujours renouvelé sur la différence des langues, des cultures, des visions du monde, pour les comparer et les mettre en harmonie. La langue de l'Europe, c'est la traduction, disait Umberto Eco, que vous citez dans cette préface, des maisons de la sagesse. Traduire... Est-ce que vous vous sentez écouté aujourd'hui dans cette revendication de l'autre, de la curiosité de l'autre?
En tout cas, je vais dire beaucoup plus qu'hier. Quand vous me demandiez si l'Académie française, ce que ça me faisait, ça me rend crédible, alors que je pourrais raconter des idioties quand je dis que la traduction, c'est un savoir-faire avec les différences. Et du coup, ça me rend audible, beaucoup plus qu'avant. Et par ailleurs, les choses s'enclenchent très rapidement. C'est-à-dire que là, il va se passer quelque chose au château de Villers-Cotterêts. Bon, réfléchissons. Et je suis impliquée dans la réflexion. Pour moi, ça compte énormément. Voilà le genre de choses qui comptent. Je ne sais pas, la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg me demande d'intervenir. Bon, mais ça compte énormément. Ça change beaucoup de choses. Il y a un René Cassin dans votre biographie. Hein. Oui. C'était un grand-oncle. Bon. Mais bon, voilà, c'est passionnant, ça. Et, je ne sais pas, Radio Linguistica à Bruxelles m'a interviewé. Bon, ça change des choses. Deux remarques. Quels sont, donnez-nous un ou deux exemples d'intraduisibles qui disent et qui permettent. Eh bien voilà, quand je vous dis bonjour, c'est déjà un intraduisible, parce que si je parle arabe ou hébreu, je vous dis salam, shalom. J'ouvre, la paix soit avec vous. J'ouvre comme ça. C'est pas la même manière que de dire bonne journée. Et si je me reporte à ce que je connais, le grec ancien disait kairé, réjouis-toi, jouis. C'est pas la même manière que le latin qui disait valet, porte-toi bien. Donc vous voyez, ça déjà, ce que j'appelle intraduisible, c'est pas du tout ce qu'on traduit pas, c'est ce qu'on ne cesse pas de ne pas tout à fait traduire. Et bon, alors ça, c'est un intraduisible quotidien. Maintenant, prenons-en un philosophique, mind, Geist, esprit. Eh ben, ça ne dit pas tout à fait pareil, ça ne rentre pas tout à fait dans le même dispositif, dans le même système d'opposition. Voilà. Et là, on a travaillé avec les textes pour essayer de comprendre comment ça pouvait s'articuler. Et si je prends un grand titre de Hegel, la phénoménologie de l'esprit, si on le traduit par la phénoménologie des Geistes, ça donne un certain sens à ce. Et bon, c'est l'une des traductions possibles, mais il y en a d'autres qui donnent un autre sens à ce livre. Philosophy of Mind, Philosophy of Spirit. Ah, c'est pas pareil. Est-ce qu'on s'occupe du mind et on va faire de la philosophie analytique avec Hegel comme précurseur, ou est-ce qu'on s'occupe de spiritualité, de spiritualisme, et on va faire de la religion avec Hegel comme précurseur? Bon ben, comprenons que la traduction produit quelque chose de plus que l'original. Pour vous repérer géographiquement, je parlais de l'Afrique du Sud tout à l'heure. On parlera tout à l'heure de la Corse, qui est un lieu que vous aimez. Mais je dis Afrique du Sud, je dis Aubervilliers, je dis Marseille, je dis Calais. Qu'est-ce que c'est cette topologie, dites-vous? Cette topographie, dites-vous, pardon. Je ne sais pas s'il faut mettre en lien Afrique du Sud. Ça dit à la fois réflexion politico-linguistique. Avec l'Afrique du Sud, j'ai un peu travaillé avec la commission Vérité et Réconciliation. Ça a été pour moi un moment d'une richesse exceptionnelle. Et j'ai constaté que il y avait 11 langues nationales et que la Constitution se disait dans ces 11 langues, mais en même temps gardait un terme, Ubuntu, un terme zoulou, enfin des langues bantoues, dans les 11 traductions, si vous voulez, pour dire que là, il y avait quelque chose. Et quand on regarde, par exemple, chez Anchi Krog, qui est une magnifique romancière et journaliste, elle dit, voilà, Ubuntu, quand on demande ce que c'est, on vous répond nous sommes donc je suis. Donc on peut le traduire par réconciliation, on peut le traduire par fellowship, mais voilà, c'est quelque chose d'intraduisible au sens propre. C'est-à-dire que vous aurez toujours des traductions et des équivalents, mais vous comprendrez aussi qu'il y a quelque chose à comprendre, quelque chose de singulier à comprendre. Au fond, c'est ça qui m'intéresse. Donc, ensuite, quand vous parcourez, quand vous mettez ça en série avec, je ne sais pas, Calais, où j'ai pas été assez, mais où j'ai pris quelques photos, où j'ai compris. Mais c'est une même curiosité de l'autre dans sa radicale différence. Dans sa différence et dans le respect qu'on doit avoir de lui et de sa culture.
C'est ce que veulent les maisons de la sagesse. Absolument. Actualité, toujours France 2, 20h, 20 mai 2018. Cela fait bientôt 24 heures que l'Aquarius a coupé ses moteurs en mer. À bord, 629 migrants épuisés. Ils pensaient débarquer en Europe dans quelques heures. Parmi eux, 7 femmes enceintes et de nombreux enfants. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'Italie, le gouvernement a fermé ses portes, les redirigeant vers l'île voisine de Malte, qui lui aussi a refusé de les accueillir. Le bateau est alors bloqué, en attente d'instructions. À l'heure du déjeuner, les bénévoles distribuent les derniers sandwichs. Ils ne cachent plus leur inquiétude. C'est grave parce qu'on a de la nourriture pour 2 jours seulement. Alors ce soir, on ne distribuera pas à manger à tout le monde. Le ministre de l'Intérieur italien, issu d'un parti d'extrême droite, estime avoir montré son intransigeance. Évidemment, lever gentiment la voix, ça a payé. L'Italie et les Italiens ne l'avaient pas fait depuis longtemps. On a ouvert une brèche pour une nouvelle politique de l'immigration. Ce n'est que le premier pas. Il est clair que l'Italie ne peut pas supporter toute seule le poids de l'immigration. Dans l'après-midi, le gouvernement espagnol a proposé d'accueillir l'Aquarius. En attendant, le bateau va être ravitaillé par l'île de Malte en vivres et en médicaments. Comment vous réagissez à ce reportage et à cette idée aujourd'hui, alors que vous la connaissez pour vous y baigner, et que la Méditerranée est devenue un cimetière? Ah oui, la mort Méditerranée. Non, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Alors, ce que dit Salvini, évidamente, hein, ce qu'il dit, c'est qu'il faut une politique migratoire. Il faut que l'Europe y arrive, comprenne qu'elle a tout à perdre à ne pas avoir une politique migratoire. Et alors, contrairement à ce que propose l'Italie d'aujourd'hui, une politique migratoire généreuse, bien sûr, mais concertée. L'Europe n'a rien concerté ou n'a réussi à rien fabriquer comme politique. Bricolage est parfois un mot utile. Bricolage peut être un mot utile. Bordel oui. aussi. Oui, oui. Bon. Et puis, mais dégueulasserie, là, pour l'instant. Vraiment, scandale. Et moi, l'article que j'ai lu qui m'a le plus vraiment intéressé, que j'ai trouvé le plus juste, c'est celui de Mireille Delmas-Marty, qui disait qu'il fallait fabriquer un droit opposable. Hein, le droit, alors je ne sais plus exactement quels étaient ces termes, mais c'est ça, le droit d'accueil opposable à tous les États. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites migration ou vous dites réfugié dans le vocabulaire que vous utilisez? Je pense que j'utilise les deux. Mais aucun n'est bon. Mais simplement, il y a en tout cas une distinction que je ne suis pas prête de faire, c'est celle entre les réfugiés politiques et les migrations de famine ou climatiques. C'est la même chose, c'est l'organisation du monde. C'est l'organisation du monde. Et c'est même ça qui est aujourd'hui qui peut apparaître aujourd'hui comme une charge et qui impose qu'on le réfléchisse et qu'on y travaille. Que peut-on dire du mot dans ces mots-là? Il y a l'accueil, il y a l'hospitalité. Oui. Quand on regarde les étymologies, hospitalité, on n'est pas hospitalier. Non, on n'est pas hospitalier. Nous, on n'est pas hospitalier. On l'est chouïa. Mais on est très peu hospitalier. Et c'est hôte. Oui. D'où vient l'origine du mot hôte, par exemple? Mais en français, vous l'entendez, c'est un très beau mot parce qu'il est... à double sens. À double sens. On accueille et on est accueilli et on s'appelle hôte dans les deux cas. Oui. Eh bien, xénos, pour les Grecs, c'était ça. On était accueilli et on était un xénos, accueilli par un xénos. Alors que, si vous réfléchissez à la latinité, hostis... Hostilité. Voilà. Wow. Ça donnait ennemi. Marie-Ève Signerol, vous avez fait un spectacle musical alternatif qui s'appelle Soupe Pop, comme soupe populaire. Donc on parle de la même chose, de l'hospitalité et de l'idée de faire communauté, et pas faire communautarisme, mais de faire communauté. Pourquoi est-ce que vous avez cette sensibilité-là à la soupe populaire?
Mon éducation. On m'a appris à rajouter un couvert, on m'a appris l'accueil, on m'a appris à être avec les autres. On m'a appris que l'étranger n'était pas quelque chose qui faisait peur, mais au contraire une chance. Voilà, vous parliez des... je suis en train de monter en ce moment un spectacle qui s'appelle Le Monstre du Labyrinthe, qui est une reprise qui met en scène 300 participants et qui parle justement du drame de la Méditerranée. À l'époque où on l'a monté, c'était en 2015 au Festival d'Aix-en-Provence, et il y avait une surveillance maritime à l'époque qui s'appelait Poséidon. Et Poséidon, c'est le père de Thésée. Et donc le lien était assez évident pour nous. En fait, je crois qu'on a, d'un point de vue des politiques migratoires, je crois qu'en fait, on a l'obligation de l'hospitalité. Et c'est très dommage qu'on parle d'obligation. Ça devrait être en fait une évidence. On doit recevoir, on doit être ensemble. Les frontières vont bouger de toute façon, tout bouge. Et on doit bouger avec. Sinon, on en mourra appauvri chez nous. Et je ne suis pas du tout patriote. Ma mère vient d'Algérie. Je me sens d'ailleurs dans mon cœur plus de là-bas, je pense, voilà, parce que là-bas, on m'a appris l'accueil. Mes plus beaux souvenirs de repas, c'était l'hospitalité des gens que je ne connaissais pas. Voilà. Et on m'a appris qu'un repas se partage, qu'un lit se partage. On mangeait à plusieurs dans les plats. Dans la main, on n'avait pas peur des maladies de l'autre, des pensées de l'autre. Je ne sais pas, peut-être que quand on mange dans le même plat, on mange les pensées de l'autre, je ne sais pas. Mais on m'a appris en fait à manger dans le même plat. Et la soupe populaire dont vous parlez, c'était très étrange parce que j'ai dû vieillir beaucoup. Parce que quand je me suis retrouvée à la soupe populaire pour faire une espèce d'enquête journalistique un petit peu qui m'a permis le fait de faire un spectacle qui s'appelle aujourd'hui la soupe pop, je me suis rendu compte qu'en 2 mois d'hiver, je n'avais jamais mangé la soupe. Et non pas parce qu'elle n'était pas bonne, parce que je pense que j'avais peur de la manger. Et j'étais honteuse à l'issue de ces 2 mois d'hiver de me rendre compte, non pas que je n'avais pas voulu la manger pour ne pas prendre la soupe des autres, mais parce que j'avais peur d'attraper quelque chose. Alors je ne sais pas ce que j'avais peur d'attraper, mais voilà, c'est... Votre inconscient vous le dira un jour. Je voudrais qu'on... en guise de clin d'œil, Barbara Cassin, je voudrais que vous regardiez ceci. La mer est à l'origine de la vie. À la contempler, on éprouve un sentiment d'harmonie. J'étais convaincu que l'être humain était capable de plonger à 100 mètres de profondeur. Anche se avesse perso la vita, era tranquillo, ragazzi, è il mio sogno. Et c'est un chercheur français, Jacques Mayol, qui vient de battre le record du monde à l'île d'Elbe. E diceva che sott'acqua il 50% della sua resa era data dal fisico, dall'allenamento, ma il 50% era grazie allo yoga. Jacques did have a certain calling. I think the dolphins were fascinated by Jacques' ability in the water. Girando, aveva abbandonato la famiglia, ha fatto anche l'autista e l'attrice a Hollywood, da ragazzo. During those years, we never heard from Papa. In fact, I didn't know if he was even dead or alive. Imaginez à présent que vous êtes un dauphin, libre de vivre au gré de vos besoins. Il y a un dauphin qui dort en chacun de nous. L'homme dauphin sur les traces de Jacques Mayol, film de Leftéris Charitos avec la voix de Jean-Marc Barr. Tout ça parce que vous avez un amour immodéré de la mer. Oui, j'adore la mer. Vous nagez régulièrement en Corse. Il y a trop de méduses. Oui, ça c'est aujourd'hui. C'est cyclique l'affaire des méduses. Non, je crois pas. Non. Pas plus que les migrants. Réchauffement climatique. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce lieu, c'est-à-dire la Corse, cet endroit, qui est un endroit autre? Oui, c'était un endroit autre pour moi. Ma mère était plutôt hongroise dans le genre. Et on est plutôt franchouillard qu'autre chose. Pinsout. Mais c'était très beau. La beauté et l'accueil. C'est les 2 choses qui allaient ensemble pour moi. Et dans le bout du village où je suis, le petit bout, la dernière maison de la marine,
je vois le monde se déployer devant moi. C'est-à-dire qu'il y a la mer, il y a des lignes de côte, une petite île, et le ciel, et les étoiles la nuit. Et c'est cosmique au sens grec du terme, c'est-à-dire qu'on a ordre et beauté. Comme disent les Indiens, Mitakuye Yassine, au nom de ce à quoi j'appartiens. Oui. J'imagine qu'on peut se le dire à cet endroit-là. Exactement. Qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit votre voisine, Marie-Ève? Ce que j'ai entendu, son humanité, justement. J'ai essayé de me demander, justement, sur la notion de traduction, si vous parliez plutôt d'écrit ou d'oralité. Moi, j'étais une enfant dyslexique, très jeune. Voilà. J'inverse encore beaucoup, parfois, les mots. J'ai un soin à les choisir et parfois, je suis très frustrée à l'opéra. On est justement, il est question de langue. On travaille sur souvent mis à part les créations, on travaille souvent sur du répertoire. Avec un opéra, par exemple, qui est un opéra russe, mais on va travailler du coup avec... les chanteurs vont être japonais, anglais, français, géorgien. Là, sur Nabucco, mon premier rôle était géorgien. Et du coup, je me pose souvent la question j'étais pas très forte en langue. J'étais pas très forte en anglais, j'ai dû un peu rattraper le retard. Et je suis très frustrée par le fait très enrichie de travailler avec des gens différents, dont la langue est différente. Très frustrée d'essayer d'être au plus proche du livret, des mots employés par ces livrets qui datent déjà. Donc il y a une distance entre le mot utilisé à l'époque et ce qu'il peut signifier aujourd'hui. Donc mon travail, malgré que ce ne soit pas nécessairement ma langue, c'est d'essayer de trouver la résonance de ce mot-là aujourd'hui, pour un public d'aujourd'hui, et parfois même de retoucher les traductions qui sont diffusées pour le public de façon générale. Et du coup, c'est de diriger, en tant que metteur en scène, des chanteurs qui ne sont pas de ma langue, ni de la langue, parfois, du livret lui-même. Et donc, du coup, dans la prononciation, dans l'accent que l'on peut mettre et l'intention que l'on peut mettre au début d'un mot, à la fin d'un mot, au début d'une phrase, à la fin d'une phrase, c'est pas que je suis perdue, mais le plus gros du travail presque est là. Et souvent, on se rend même compte, alors je devrais peut-être pas le dire, mais parfois certains chanteurs connaissent ce qu'ils disent, mais pas nécessairement ce que leur répond. Voilà, non pas par manque de Barbara travail. Cassin n'est pas contente. Hein. Voilà. Non, mais du coup, c'est vrai que par exemple dans Nabucco, il est vraiment question de religion. Et quand vous disiez bonjour et qu'on dit à quelqu'un salam, voilà, est investi de croyance et de foi avec salam, voilà. Et du coup, je me retrouve souvent dans mon contexte opératique à être dans l'impossibilité, voire l'incapacité de pouvoir transmettre ou de pouvoir nourrir ma direction d'acteur auprès de gens, de chanteurs dont la langue est différente de la mienne et différente du livret lui-même. Du coup, en fait, je passe par le corps. Mon seul outil à ce moment-là, c'est la langue des signes, mais non pas pour me faire comprendre. C'est au-delà de ça, c'est pour nourrir en fait ce qu'ils sont en train de dire et de transmettre à un public, plus par le corps que par les mots eux-mêmes. Parce qu'à l'opéra, on a ce défaut d'être toujours en attente de quelque chose qui est qu'on connaît déjà. Donc on a une attente qui est, on veut retrouver la même chose. Il y a une espèce de conservatisme comme ça de la langue, des mots, du son, des notes, cette espèce d'excellence. C'est vrai que toujours. Toute la question, est-ce qu'on fait du théâtre à l'opéra, c'est une question qui a été longue à se mettre en place. Hein. Parce que souvent les chefs d'orchestre étaient eux-mêmes metteurs en scène. Donc, et la mise en scène était plutôt une mise en espace. D'ailleurs aujourd'hui quand on fait de la mise en scène, on est toujours, c'est très marrant, la critique s'empare très vite des objets en disant qu'on dérange. Voilà, on dérange la musique, on empêche de la faire entendre. Voilà. Et moi, mon travail, c'est l'inverse. En fait, je suis metteur en scène à l'opéra, pas principalement, mais la plupart du temps, beaucoup, parce que justement, j'aime la musique. Et je pense que c'est par mon amour de la musique que j'ai à cœur de la mettre en scène. J'ai plus le sentiment de mettre en scène la musique que les mots. Le livret, c'est intéressant, mais souvent, c'est un peu daté.
le livret me touche moins que la musique elle-même. Et j'essaie de retrouver justement cet intraduisible qu'il y a peut-être parfois dans les livrets aujourd'hui, dans la musique, qui est pour moi peut-être juste l'objet éternel qui peut traverser les langues, qui peut traverser chaque culture, avec peut-être une émotion commune ou une sensibilité qui peut-être n'a pas besoin des mots. Voilà, et qui à l'opéra est difficile de... Oui. On continue cette conversation dans une seconde. Je voulais vous faire écouter un petit moment musical. C'est tradition dans cette émission. Je voulais vous présenter Estelle Meyer, une voix de feu, dit la critique, pour chanter et pour parfois crier l'amour et la féminité. Estelle Meyer est aussi comédienne, sens de la scène, il est évident. Elle était aux Trois Baudets à Paris en juin dernier pour Toutes mes sœurs. Elle est accompagnée de Grégoire Létouvé au piano et de Pierre Demange à la batterie. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent vivre, je vis, je vis. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent jouir, je jouis, je jouis. Tout sorti d'un ventre, d'un sexe de femme, tout sorti d'un utérus de dame. Nous sommes vos mères, vos sœurs, vos femmes, inayant complément d'âme. Ras-le-bol d'avorter, que des filles, ras-le-bol de cacher ses chevilles. Nous naissons toutes nues et belles, ras-le-bol de croquer la pomme, on sort pas d'une putain de côte de l'homme. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent vivre, je vis, je vis. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent jouir, je jouis, je jouis. Nous sommes femmes, les femmes, nous sommes soupirs. Nous sommes l'avenir de fleurs et d'herbes coupées, de fruits violents. Nous sommes robes blanches, sensuelles et anges, des telluriques, des porteuses d'eau, des magiciennes, des allumées, des guérisseuses, des accoucheuses, des lunes rouges de la fertilité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes femmes, nous sommes soupirs. Nous sommes l'avenir de fleurs et d'herbes coupées, de fruits violents. Nous sommes robes blanches, sensuelles et anges, des telluriques, des porteuses d'eau, des magiciennes, des allumées, des guérisseuses, des accoucheuses, des lunes rouges de la fertilité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Nous sommes la moitié de l'humanité. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent vivre, je vis, je vis. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent jouir, je jouis, je jouis.
Barbara Cassin, Marie-Ève Signerolles, vous êtes la moitié de l'humanité. En tout cas, sur ce plateau, même un peu plus. Nous sommes l'humanité, là. Vous êtes les 2 tiers de l'humanité. Vous êtes les 2 tiers de l'humanité. C'est bien de changer les chiffres, de tordre les chiffres parfois un peu. Revenons à Nabucco. On va parler de cet opéra dans une seconde. C'est Verdi, c'est milieu du 19e siècle. C'est l'un de ses premiers opéras, grand succès, etc. Qu'est-ce qui vous frappe immédiatement dans ce drame? Nabucodonosor, les Hébreux, prisonniers des Babyloniens, et un incroyable jeu d'inversion des rôles, qui devient qui reprend le pouvoir, qui devient fou, qui tue ses propres enfants qui sont convertis entre-temps, ou ses propres filles qui sont converties entre-temps. Qu'est-ce qui vous marque le plus immédiatement dans cette pièce-là? Son actualité. Enfin, quand on m'a présenté Nabucco... Non, c'est faux. Quand on m'a présenté Nabucco, quand on m'a proposé Nabucco, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de Nabucco? Puis comme tout le monde, j'ai cherché, j'ai fait mon travail de fourmi. Et j'ai trouvé très étrangement deux choses principalement. La question de l'identité m'a intéressée, justement parce que par cette histoire un peu particulière d'un despote qui se convertit à la religion d'un peuple qui l'a massacré. Sa fille adoptive ou pas, on ne sait pas si c'est lui le père, en tout cas elle est fille d'esclave, peut-être de père et de mère esclave, on ne sait pas, mais en tout cas elle est fille illégitime, Abigail. Fénéna, la deuxième fille, qui elle de son côté va se convertir à la religion des Hébreux. Et assurer l'intérim. Voilà, pour pouvoir faire front contre son père. Et puis ce peuple déporté, enfin, il est vraiment question de la question de l'identité et du déplacement d'un peuple et du déplacement de sa propre identité aussi. Voilà. Et la deuxième chose, c'est comment dire, le fait que le pouvoir politique et le pouvoir religieux soient complètement confondus. Très étrangement, c'est extrêmement proche de nous. Voilà, c'est ces deux choses qui ont résonné en moi et qui m'ont donné l'envie principalement de le monter. Coproduction de l'opéra de Lille et de l'opéra de Dijon, notamment pour les chœurs. Ça a été présenté à Lille avant l'été, c'est repris à l'automne à Dijon. On peut encore donner une référence historique. Nabucco, c'est 1842. Donc les Italiens sont dominés par les Autrichiens. Et il y a ce fameux air Va pensiero, qui est Va penser. Et qui est une manière de dire qu'on a envie d'être libre quand on est un peuple occupé par le voisin autrichien. Remarque, Lille, Dijon, ça a été présenté à des milliers de spectateurs dans les Hauts-de-France sur grand écran, et ça a été plutôt une réussite. Voici ce qu'on peut dire de ce spectacle et de votre mise en scène. Dépoussiérer l'opéra avec une version modernisée, un pari réussi. Et même si pour certains spectateurs il a fallu un temps d'adaptation, ce Nabucco 2018, c'est aussi un témoignage du drame qui touche certains pays en ce moment. L'histoire de Nabucco, de Babylone, des Assyriens, bon, tout ça c'est quelque chose évidemment qu'on ne connaît pas, on n'a plus tout à fait ça en mémoire. Et donc c'est plutôt le mettre en miroir avec des choses qui se passent aujourd'hui dans ce même pays, dans ces mêmes pays, cette région du monde. Cette relation entre un père et une fille, mélange de domination et de pouvoir, c'est l'un des événements à l'Opéra de Lille cette année. Un opéra qui sera d'ailleurs diffusé dans 28 villes de la région des Hauts-de-France. L'occasion de réaliser également un voyage musical extraordinaire au travers d'une histoire intemporelle.
Alors de ce que j'ai vu de ce sujet de nos confrères de France 3, il y a, par rapport à l'époque, hein, et vous parliez tout à l'heure de ce décalage de temporalité et de sens des mots dans le livret, mais j'ai vu de la vidéo, j'ai vu une représentation dans cet opéra du tout info, qu'on peut écrire FAUX, hein, pour le coup, et j'ai vu des kalachnikovs. Or, il n'y avait pas de Kalash en 1842. Non. Donc, alors, bon, évidemment, je vous taquine, mais pourquoi est-ce qu'il y avait nécessité de contemporanéiser? Oui, on peut. Oui, hein, faites voilà. donc. C'est long. Bon, pourquoi est-ce qu'il y avait nécessité de moderniser l'affaire? Il n'y avait pas de nécessité, il n'y a aucune nécessité. Non, mais enfin, non. Non, mais je réponds. Pourquoi il y a le choix? Pourquoi il y a le choix? Ouais. Heureusement qu'il y a le choix. Je pense qu'un directeur d'opéra ou une directrice d'opéra, aujourd'hui, quand elle vous propose un opéra, c'est qu'elle attend que vous soyez subjectif. Voilà. Objectif, pas nécessairement, mais que vous apportiez votre vision, votre sensibilité. Quand j'ai écouté, quand j'ai lu Nabucco, l'unique raison pour laquelle j'ai eu envie de le monter, c'est justement parce que ça parlait du monde d'aujourd'hui, et parce que je pense que j'ai à cœur de parler du monde d'aujourd'hui, que ce soit dans les opéras que l'on monte, ou que ce soit dans le théâtre musical que j'écris. Voilà, c'est... j'ai pas je suis pas une historienne, je suis pas une académicienne non plus, dans le sens où j'ai pas du tout les... je pense que... j'ai pas le bagage non plus de pouvoir reproduire le monde de l'époque. C'est pas que je n'ai pas la curiosité, mais je pense que des gens le font très bien. Voilà. Et ce que je sais faire aujourd'hui, moi en tout cas, à ma petite échelle, c'est d'essayer de faire en sorte que cet opéra Nabucco, qui musicalement pour moi est un ouvrage très très fort, puisse toucher des gens de ma génération. Et j'espère plus jeunes. Vous êtes né en 1978. Oui. Plus jeunes et des gens plus âgés qui ont l'habitude de voir Nabucco, mais qui se disent, tiens, c'est très étonnant. Voilà pourquoi Nabucco a touché son époque, parce que Nabucco est capable aujourd'hui de toucher encore notre époque. Alors c'est un péplum, c'est plein de références absolument indigestes pour le public d'aujourd'hui, mais même pour un public cultivé, et qui connaît le livret. La plupart des gens qui vont voir Nabucco ne connaissent pas l'histoire de Nabucco, ils sont incapables de la raconter. Ils connaissent le va pensiero. Ouais. Voilà. Et puis, enfin, il faut un peu de temps pour la raconter, parce que entre les conversions, les prises de pouvoir, les aveux sur la non-paternité, c'est quand même un peu long. Ouais, il faut du temps, et je pense que quand on lit le livret de Nabucco, en réalité, toutes ces explications-là, ce sous-texte-là, est dans les didascalies, et absolument pas dans le contenu. Voilà. Donc, mon travail principal est de d'abord faire comprendre l'histoire. Et on a le sentiment que je le fais comprendre avec des outils d'aujourd'hui, mais en réalité, ce sont les outils d'aujourd'hui qui nous permettent de comprendre le sens d'antan, le sens d'avant. Et je pense au contraire de simplifier l'histoire et en tout cas de la permettre accessible en utilisant des outils tels que, en effet, la vidéo, tels que peut-être des kalachnikovs. Alors peut-être que les kalachnikovs étaient de trop, mais... Ah non, moi, voilà. C'était pas une critique, forcément. Non, pas du tout, mais pour moi, peut-être qu'elles étaient de trop. C'est-à-dire pour moi, par exemple, j'avais à cœur... Vous avouez enfin. Non, mais en fait, ça me semblait évident qu'un dictateur, parce que c'est un dictateur, et que les mots sont possibles... Par les mots, on peut soumettre tout un peuple. Voilà. Et je pense qu'on n'a pas besoin de Kalachnikov pour soumettre tout un peuple. Scéniquement, j'avais besoin d'une arme, et l'arme d'aujourd'hui, c'est la Kalachnikov. Barbara Cassin, sur ce point précis, est-ce que les mots sont dangereux? Bien sûr. Ils sont dangereux, ils sont bienfaiteurs, ils sont tout ce que vous voudrez, ils sont puissants. Donc, ils sont aussi dangereux quand ils sont puissants. Ça coûte un tas de pognon, l'opéra. Non, pardon, je plaisante, je confonds. On a une responsabilité, quand on met en scène un opéra, on a une responsabilité évidemment par rapport à ce que cet art coûte. Ouais. C'est un art qui n'est pas rentable, je veux dire, financièrement. C'est un art qui coûte beaucoup. On était ravis justement que cette captation ait lieu parce que justement, ce qui normalement reste en vase clos, en tout cas reste proposé aux spectateurs habitués de l'opéra, a permis à des gens qui sont dans des villages reculés, qui n'auraient pas idée d'ouvrir ses portes, de pouvoir le regarder dans un corps de ferme, dans une prairie, sur un stade de foot ou dans une petite église. Donc oui, on a une responsabilité quand on met en scène. En termes de mise en scène et en termes d'occupation d'espace, est-ce que l'usage de la vidéo qui ajoute
un moyen supplémentaire de voir ce qui se passe. Est-ce que ça peut être bloquant ou est-ce que ça peut être gênant? Autrement dit, est-ce que la scène à tel endroit et la scène à un autre endroit peut être trop contraignante pour la scène en tant le que nombre plateau. le nombre de médias qu'on veut y mettre? La parole, la musique, la vidéo, etc. Le théâtre les théâtres dans lesquels on joue sont des lieux d'accueil. On accueille une production. Quand on pense à un opéra, quand on pense à monter un opéra en tant que décor, en tant que scénographie, on pense à un espace avant tout. Et on se dit que cette production va peut-être voyager, être coproduite, donc migrer dans d'autres espaces et dans d'autres lieux. Et donc, par exemple, pour l'exemple de Nabucco à Lille, la cage de scène est assez petite, le cadre de scène est assez... petite. Tout est relatif. Théâtre, voilà. Mais, et du coup, en effet, l'utilisation de la vidéo dans une grande partie du premier et du deuxième acte est extrêmement présente, voire oppressante. Mais l'idée était celle-ci, c'est-à-dire de rendre cet outil vidéo qui nous permet de voir de plus près, qui nous permet de grossir certains traits, parce que l'opéra, on est à distance. C'est encore différent du théâtre. On a la fosse. On a parfois entre 10 et 15 mètres entre le chanteur principal, donc on reçoit les ondes sonores, mais on n'a pas cette proximité des visages, on n'a pas la précision des visages, on n'a pas le toucher. Donc l'idée de la vidéo, c'est de rapprocher les chanteurs de nous, pour avoir parfois plus d'émotion. Et deux, pour moi, c'est un outil, l'outil de l'image est un outil aujourd'hui qu'on utilise pour raconter une guerre, pour raconter un événement, donc c'est ce que ça racontait là en tout cas. Ouais. Voilà. Quels sont les auteurs d'opéra qui vous sensibilisent le plus? Est-ce que c'est Germaine Taillefer? Est-ce que c'est Janacek? Est-ce que c'est Verdi? Est-ce que dans les musiques que vous écoutez, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous dites, tiens, c'est... Je suis plus à l'Est. Ouais. Voilà, je suis plus sensible aux musiques de l'Est. Voilà, je suis moins sensible au répertoire italien, je crois. J'y suis sensible... évidemment, parce que c'est une musique souvent extrêmement puissante qui travaille sur des masses chorales. Nabucco, c'est entre 100 et 120 choristes sur scène. J'y suis sensible, évidemment. Et c'est une musique, par exemple, les musiques qui viennent de l'Italie, qui permettent généralement, pour des gens qui ne sont pas amateurs d'opéra, de très vite être pris et d'être... parce qu'elles parlent aux tripes, elles parlent à notre sensibilité plus facilement. Mais je suis beaucoup plus sensible aux musiques de l'Est et aux compositeurs russes, par exemple, ouais, beaucoup plus. Onegin me touche plus que Nabucco, voilà. Mais Eugénie, Tchaïkovski. Hein, oui. L'Est, on y vient dans une seconde. En 2019, vous avez deux projets, c'est Don Giovanni, je crois. Oui, à l'Opéra de Strasbourg et la Damnation de Faust à Hanovre. Et sinon, à l'Est, il y a cette chose qu'on a retrouvée. C'est un court-métrage. Alors là, pour le coup, vous étiez du cinéma. C'était en 2009, à Kustendorf. C'est le village serbe de Kusturica. Exactement. Et le dit Kusturica était l'un des acteurs de votre court-métrage. Extrait. En globish, pardon Barbara Cassin, on dirait que c'était le teaser, hein, c'était la bande, c'était la bande-annonce. Cinéma, opéra,
Qu'est-ce qui fait que vous avez un tropisme vers l'opéra? J'y suis allée jeune. On m'y a emmenée assez jeune. Mon père m'a fait découvrir l'opéra. En fait, je suis extrêmement sensible à tout ce qui est live, tout ce qui est la musique live. A quelque chose pour moi, c'est j'ai l'impression qu'on prend un risque quand on fait du live, en tout cas en théâtre. Et du coup, c'est en ayant le souhait de faire un documentaire sur les coulisses d'un opéra, l'Opéra Bastille, que j'ai découvert les coulisses de l'opéra, que j'ai trouvé ça absolument gigantesque. Je me suis rendu compte de tous les possibles, c'est-à-dire qu'on était capable de faire du cinéma, mais version théâtrale, avec cette prise de risque musicale, d'avoir 100, 120 musiciens dans la fosse. Et tout d'un coup, d'être capable de fabriquer du rêve, pour moi, parce que le cinéma, c'était un peu du rêve comme au cinéma, mais en live. Voilà. Et cette magie-là, c'est-à-dire j'étais plus touchée par la magie de la technicité, de la capacité dans l'ombre de ce déplacement, de cette chorégraphie de 70 techniciens qui fabriquent de la poésie, du rêve, en live, peut-être que de l'image finie. Et donc, du coup, voilà, je suis tombée dans le... Je suis tombée là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais prédisposée à faire plutôt du cinéma, plutôt de la télé. J'avais une petite société de production du visuel, avec l'idée de faire du documentaire et à l'époque du moyen-métrage. Et puis je me suis dit, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Voilà, j'ai envie de faire de l'opéra, et en tout cas, j'ai envie de faire du théâtre musical. Autre exemple, quand des adolescents ou des enfants jouent la Grande Guerre, c'était à l'Opéra de Montpellier, c'était en 2015. Oui, c'était... D'un côté, des élèves de 2014, de l'autre, des écoliers de 1914. Alors, toujours à l'heure? Toujours à l'heure, monsieur Pierre. Mais ce n'est pas la lutte des classes, la lutte est ailleurs. La Grande Guerre, elle s'invite très vite sur scène. 14 plus 18 réunit des élèves de CM2 et 5e. Ils viennent de Montpellier et sa métropole. Sur la scène de l'Opéra Comédie, ce sont eux les protagonistes. Au début, je suis avec quelqu'un et je me réveille, je suis en train de dormir. Je me réveille et comme si j'avais peur du tocsin. 14 plus 18 est un peu plus qu'un spectacle musical. Pendant 10 mois, ces élèves ont travaillé le chant, la danse et le théâtre, 3 heures par semaine. Au début, ils n'avaient aucune connaissance artistique. Nous sommes une école de quartier, les enfants n'ont pas vraiment accès en fait aux cours de théâtre ou aux cours de danse ou aux cours de chant. Ça a été une grande découverte pour eux. Ils ont fait aussi des progrès dans leur comportement et dans leur apprentissage. Ce dont on s'est rendu compte, c'est pas tant l'apprentissage du texte qui est difficile, ou l'envie de chanter, ou l'envie de danser, c'est plus le fait de prendre la parole, de prendre position en public, de se sentir important, de prendre place au milieu d'un groupe. C'est plus ces notions-là qui ont vraiment fait grandir les enfants. 14 plus 18 à voir samedi 17h à l'Opéra Comédie de Montpellier. Ce qui se passe là à Montpellier, c'est de l'expérimentation? C'est de l'envie d'initier? Non, c'est l'envie de faire ensemble. Mais en fait, à la base, c'est une coproduction entre l'Opéra de Paris, l'Opéra de Nancy et l'Opéra de Reims. Et ensuite, ça a été remonté à l'Opéra de Montpellier. Donc c'est un projet qui a beaucoup voyagé, qui a été fait d'ailleurs avec des jeunes gens d'Aubervilliers et d'Argenteuil, en région parisienne. Comme quoi. Voilà, comme quoi. Et du coup, ce que disait l'institutrice, le professeur des écoles, c'est que... en fait, c'est pas tant le spectacle qui est important pour eux. Pour eux, ils ont le sentiment que faire ce spectacle qui est important. Pour moi, c'est plus de... En fait, j'ai appris beaucoup plus, je pense, qu'ils n'ont appris de moi, de nous. 14-18, c'est presque un... comment... Pour choisir le bon mot, c'est un prétexte. Voilà. Parler de la Grande Guerre était un prétexte. Ce qui compte, c'est le chemin qu'ils ont fait pendant 1 an. Et j'étais très sensible en fait à ce projet-là, qui est un projet tout public, famille. Parce qu'en réalité,
l'école que j'ai détestée. J'ai détesté l'école jusqu'au moment où j'ai choisi ce que je voulais faire, donc une école de cinéma, et où là j'étais heureuse d'être sur les bancs de l'école. J'ai rencontré beaucoup d'enfants en fait pas heureux d'apprendre, en fait, qui ne savaient pas la chance qu'ils avaient d'apprendre. Et souvent parce que ce sont des jeunes gens qui n'ont pas le sentiment d'être importants. Et c'est ce spectacle-là, le fait de faire un spectacle, redonne quelque part ce qu'ils ne connaissent pas comme terme, de la dignité, et les replace au centre de quelque chose, voilà, où ils sont importants. Et ce projet-là, c'est surtout ça. L'hospitalité, même pour les enfants. Oui. Hein, est-ce que vous avez un objet avec vous? Non. Non, ça aurait été votre téléphone. Mais j'ai été prise au piège, mais alors c'est mon téléphone. Mais pourquoi ce serait votre téléphone? Parce qu'en fait, j'ai fait l'expérience, je vous racontais tout à l'heure, de faire l'expérience de ne pas avoir de téléphone pendant 4 jours. Et alors, vous êtes morte? Non. J'étais vivante. Non, c'est justement, j'ai fait l'expérience d'être ici et maintenant, alors que avec le téléphone, ce prolongement de nous-mêmes. C'est tout à fait faisable. Je pense qu'il faut presque se l'imposer. Comme vous parliez tout à l'heure. Très intéressant, parce que dans Hôtel Waldheim, que je disais tout à l'heure, le premier contact se fait avec d'anciennes cartes postales. Hein, donc la Grande Guerre, c'était ça, on a revisité ça. Qu'avez-vous entendu, Barbara Cassin, de votre voisine? Oh, beaucoup de choses en consonance. Une chose qui m'a, que je garderai, c'est la soupe populaire et pourquoi et quand n'en pas manger. Et comment ça, parce que ça résonne tout à fait par rapport à moi-même. Qu'est-ce que je ne fais pas et pourquoi et comment. Bon, et donc ça, j'ai trouvé ça très exceptionnel comme instant. Après, beaucoup de choses par rapport aux enfants. Par exemple, j'ai travaillé aussi avec les classes à la Friche La Belle de Mai, par exemple, dans les collèges, les classes de nouveaux arrivants à Marseille, à la suite de l'exposition après Babel. Et j'ai fait avec eux un certain nombre de choses, notamment quelque chose qui m'a vraiment passionnée et que j'avais commencé dans l'exposition, qui est la simesse du mot qui vous manque. En posant la question, quel est le mot qui vous manque le plus par rapport à votre langue maternelle, de votre langue maternelle? Et puis, quel est le mot du français qui vous paraît le plus étrange? Et ça, c'est vraiment magnifique, les dires qui accompagnent ça. Par exemple, il y avait une femme arabe qui disait « Moi, en arabe, je sais dire comment je l'aime. Je l'aime à vouloir mourir avant lui. » Comment je dis ça en français? Pas très... Oui, enfin voilà. Hein, je l'aime à vouloir mourir avant lui. C'est un mot. C'est un mot. C'est magnifique. Oui, en un seul mot. Oui, voilà. Bon, ce genre de choses. Quel est le mot qui vous manque? Lacan serait ravi. Quel est le mot qui me manque? Je pense qu'il n'y en a pas qu'un. La preuve, non, beaucoup de mots me manquent. Quel est le mot qui vous manque? Je dirais tous. Tous les mots me manquent. Et de plus en plus. Quel est le mot qui vous semble le plus étrange? Mot. Étranger. Étranger. Voilà. Merci, on va terminer avec ces mots. J'ajouterai un autre mot, même si ça s'écrit avec un H, on va garder hospitalité quand même. Hein, les bras ouverts. Bon. Merci beaucoup, mesdames. Bon opéra, bonne académie. Bonne, ça va, c'est le féminin de beau. Donc, on peut au moins trouver une possibilité. Fin de cette émission. Lisez de gros livres. Ça permet de lutter contre l'immédiateté contemporaine et ça permet de retrouver une temporalité un peu différente. Et puis, bien sûr, la peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, notamment au-delà du fait que depuis quelques mois, on a aussi pensé à y séparer les enfants des parents. Enfin, ça fait partie de l'idiosyncrasie américaine, peut-être. Et puis, d'autre part, il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises. Merci, à la prochaine fois. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus, alors quelle importance le nom du bal perdu.